Les terres agricoles sont la nouvelle poule aux œufs d'or des marchés financiers. L'investissement serait sûr et rentable, en Europe aussi, depuis peu. On se rend compte que de plus en plus le modèle agro-industriel prend de l'ampleur. Rien n'est fait pour le limiter. C'est l'évolution actuelle, on peut l'approuver ou pas, c'est comme ça. Nous ne voulons pas faire 8 ou 9 tonnes de blé à l'hectare. 4 tonnes et demie produites en bio, ça suffit largement. D'autant que cela préserverait la nappe phréatique et l'environnement. Notre devoir et notre préoccupation, c'est de nourrir la population. Et nous n'y parviendrons pas uniquement avec une agriculture idyllique. Mais bon, le risque, c'est que si un jour il n'y a que des grosses fermes, des 500, 600 hectares, un jeune comme moi qui est hors cadre agricole ou même cadre agricole, ne pourra pas s'installer. Des vaches qui pèsent dans les prés, des poules qui vivent en plein air, du lait, des œufs et du blé, produits par des paysans locaux, c'est l'agriculture d'hier. La tendance actuelle prend la direction opposée. Le nombre des entreprises agricoles industrialisées augmente. Ils sont de moins en moins d'agriculteurs et cultivent des surfaces de plus en plus grandes. La mécanisation du travail réduit les coûts de production. Notre modèle agricole n'est plus déterminé par les paysans, mais par des spéculateurs et les acteurs de l'agro-industrie. Si la tendance perdure, c'est eux qui décideront peut-être bientôt du contenu de nos assiettes. En Roumanie, les grandes structures agricoles datent de l'époque socialiste. Plus de 60% du territoire sont exploités pour l'agriculture. Mais depuis l'ouverture des frontières, de plus en plus d'investisseurs étrangers y achètent des terres. Les terres cultivées couvrent désormais des régions entières. La Roumanie offre d'excellentes conditions pour la culture céréalière. Le climat d'Europe de l'Est est favorable et les immenses surfaces se prêtent au travail industriel. Le blé et le maïs poussent bien. Aujourd'hui, la Roumanie est un Eldorado pour les acheteurs de terres agricoles. Les investisseurs viennent des pays arabes, d'Iran, mais la plupart sont occidentaux. Ils profitent de la différence des prix entre l'Est et l'Ouest en Europe. Les fonds d'investissement, les banques, les oligarques, les grands propriétaires terriens locaux, même des États et des gouvernements tentent de s'approprier nos terres. Ces achats massifs de terres sont désignés par le terme anglais « land grabbing », accaparement de terres. Un terme apparu dans le contexte des pays en voie de développement, où des multinationales, des banques, mais aussi des gouvernements étrangers réalisent d'énormes profits en exploitant les ressources de ces pays, souvent au détriment des populations locales. Le sol roumain est convoité par des acheteurs du monde entier. 6% des terres agricoles, soit plus de 800 000 hectares, seraient aux mains de fonds d'investissement et de producteurs étrangers. La plupart des terres cultivables se concentrent dans la moitié sud du pays. Ottmar Lotz, dirigeant d'Agrarius, une société anonyme allemande cotée en bourse, espère lui aussi réaliser d'importants bénéfices en Roumanie. Son entreprise cultive 4000 hectares de terre, qu'elle compte bien étendre à 10 000 hectares ces prochaines années. Pour les investisseurs, l'achat ou la location de terre est un bon placement. Dans les années qui viennent, l'agriculture pourrait devenir un secteur extrêmement attractif. La demande mondiale est en hausse. L'évolution prévisible des prix nous permet d'envisager des niveaux de rentabilité tout à fait intéressants. Agrarius promet 4% d'intérêt sur le loyer des terres cultivables. Un rendement très performant comparé à d'autres placements. Avec l'intérêt grandissant pour les surfaces agricoles, la concurrence est devenue rude. Il y a une phrase célèbre, je ne sais plus si elle est de Mark Twain ou de Henry Ford, qui dit « Il faut acheter de la terre, plus personne n'en produit ».
En Roumanie, près de 30% des actifs travaillent dans l'agriculture. Mais les choses évoluent. La rationalisation des tâches entraîne la disparition de nombreux emplois. Attila Sochborous, membre de l'ONG Eco-Ruralis, parcourt la Roumanie pour recenser les ventes de terres. Souvent, il trouve des villages presque déserts, où il ne reste plus que les personnes âgées. De plus en plus de Roumains quittent leur pays. Ils émigrent majoritairement vers l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. L'agriculture ne leur offre plus aucune perspective d'avenir. Selon une étude de la fondation écologiste allemande Böll, le prix des terres a augmenté de 40% ces dernières années. Pour les acquéreurs étrangers, les tarifs restent intéressants car malgré leurs droits de préemption, les paysans locaux ne peuvent pas suivre. Ces investissements ne sont pas une bonne chose. Les terres de Roumanie devraient être achetées par des Roumains, vous ne trouvez pas? Que diriez-vous si des gens arrivaient dans votre pays et commençaient à acheter vos terres? Pour moi, la terre doit rester notre propriété. Et la production agricole de nos terres, où va-t-elle? Et le jour où nos enfants auront des enfants, où iront-ils travailler? Stéphane Dorondel est un anthropologue de renommée internationale. Il a enseigné à l'Institut Max Planck de Halle et participé à des projets de recherche des universités de Cambridge et de Yale. Il observe l'évolution des villages roumains sur le long terme. Les villages sont désertés. On n'y rencontre plus de jeunes. Pire encore, on n'y voit plus d'enfants. Les écoles ferment parce qu'il n'y a plus d'élèves. C'est le cas en Roumanie, mais aussi en Bulgarie. Je connais un village qui comptait 3000 habitants. Aujourd'hui, ils sont moins de 500. La vie dans les campagnes est austère. De nombreux paysans gagnent à peine de quoi se nourrir. C'est le cas de la famille Zlate qui vit de 2 hectares de terre. La maison est froide et il n'y a pas d'eau chaude. Mais la famille refuse de vendre sa terre. Elle aimerait simplement qu'elle rapporte davantage. Beaucoup d'investisseurs se gargarisent d'être des vecteurs d'emploi et de progrès, et de valoriser des terres qui, sans eux, resteraient en jachère ou seraient mal exploitées. C'est une situation gagnant-gagnant pour les deux côtés. Nous proposons à la population locale des emplois à long terme, de bonnes conditions de travail, des salaires évolutifs et des méthodes de culture professionnelle. C'est un bon compromis. Nous prenons soin de nos employés qui, en contrepartie, font du bon travail. C'est très important. Il ne faut pas oublier la situation sur le terrain. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous faisons de l'aide au développement, mais dans une certaine mesure, c'est un peu ce qui se passe. Mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Les porte-paroles de plusieurs ONG ont leurs propres idées sur qui profite de qui. Le taux de chômage des jeunes diplômés est très élevé. On ne trouve que des emplois peu ou pas qualifiés, ce qui explique les salaires moyens très bas. Les offres d'emploi s'adressent aux ouvriers de l'industrie ou aux travailleurs agricoles. Pour le gouvernement roumain, les investisseurs étrangers ne constituent pas une menace. Au contraire, le ministère de l'Agriculture mise pleinement sur l'industrialisation. L'achat de terres par des multinationales est perçu comme un transfert de savoir-faire. Pour le ministre, parler de land grabbing dans le contexte de la Roumanie est absurde. C'est une psychose montée de toutes pièces. La peur suscitée par le fait que des étrangers achètent des terres en Roumanie est infondée. De toute façon, personne ne peut rien acheter si le propriétaire ne souhaite pas vendre.
L'Union européenne est une économie de marché. C'est un marché libre et ouvert. On ne peut pas interdire à un citoyen européen d'acquérir des terres dans un pays membre de l'Union européenne. Si quelqu'un a plus d'argent que son voisin, il peut parfaitement acheter tous les terrains qu'il veut. Mais est-ce vraiment aussi simple? La terre doit-elle aller aux plus riches? Le marché doit-il décider de tout? Certains pensent que les efforts pour empêcher l'apparition de structures agricoles industrielles ont été insuffisants, notamment après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Le monde a besoin de plus en plus de surfaces cultivables. Les terres européennes sont également convoitées par des entreprises non européennes. En Asie et dans les pays arabes, le spectre d'une possible pénurie alimentaire incite à acheter des terres à l'étranger pour les cultiver. Conséquence, les nations pauvres produisent de la nourriture pour les pays riches. La multinationale libanaise Maria Group compte parmi les plus grandes entreprises agricoles de Roumanie. Selon l'ONG Eco-Ruralis, elle posséderait plus de 20 000 hectares. D'autres sources parlent de 35 000 hectares. La société est présente dans le secteur céréalier et dans la production de bétail. Son dirigeant, Jihad El Khalil, fait actuellement l'objet d'une enquête du parquet roumain, entre autres pour une affaire de fraude fiscale présumée portant sur quelques 30 millions d'euros. Plusieurs semaines durant, nous avons vainement tenté d'obtenir un rendez-vous avec lui ou un représentant de Maria Group. Dans une de ses rares interviews, Jihad El Khalil s'explique sur les raisons de sa présence en Roumanie. Après la révolution de 1989, des amis m'ont dit qu'il y avait des affaires à faire en Roumanie. Quand je suis arrivé en 1991, j'ai vu que le pays était très riche. Je n'y connaissais rien, je ne savais même pas faire la différence entre du blé et de l'orge. Selon Eco-Ruralis, Maria Group exporte ses produits vers la Syrie, l'Égypte et le Liban. Beaucoup de Roumains craignent que les sociétés étrangères ne pillent les ressources du pays. Pour Jihad El Khalil, cette crainte est sans fondement. Ça ne tient pas debout. Quel problème y a-t-il dans le fait que des étrangers achètent des terres ici? La terre ne disparaît pas, elle reste en Roumanie, et ce sont des Roumains qui la cultivent. En plus, les gens qui investissent dans l'agriculture ne sortent pas l'argent du pays, puisqu'il faut sans cesse faire de nouveaux investissements. Souvent, les petits agriculteurs roumains ne connaissent même pas les démarches pour solliciter les aides de l'Union européenne. Les grands, eux, touchent des sommes considérables. C'est le cas de Maria Group, qui a légalement perçu plus de 8 millions d'euros de subventions entre 2011 et 2013. Chaque agriculteur touche des aides directes pour ses terres. Le montant est fonction du nombre d'hectares. Bruxelles ne tient pas compte de la nationalité des propriétaires. Nous ne pouvons évidemment pas demander à qui appartient tel ou tel hectare. Le système des aides directes est géré par les États membres. L'important est que l'agriculture continue à produire, de manière durable et en respectant nos règles, quels que soient les propriétaires terriens. En Chine, les surfaces agricoles ne suffisent pas à garantir l'indépendance alimentaire à long terme. La Chine, c'est 20% de la population mondiale, mais seulement 10% des terres cultivables de la planète. Les réserves d'eau sont également limitées. Le pays dépend de plus en plus de ses importations. Depuis des années, des entreprises d'État chinoises achètent et louent des terres dans le monde entier, notamment en Roumanie. En 2013, le groupe Smithfield, premier producteur mondial de viande de porc, est passé sous pavillon chinois. Les achats chinois d'aliments pour animaux pèsent sur le marché céréalier. Beaucoup d'entreprises locales vendent leur production à Smithfield, comme la société allemande Agrarius AG. Les Chinois ont installé une usine de production d'aliments pour animaux dans la région. Ils achètent du maïs, par exemple, et ils le transforment en aliments pour cochons. En fait, vous produisez pour la Chine.
Indirectement, oui. Depuis le rachat de Smithfield, nous produisons indirectement pour les Chinois. C'est exact. Le groupe chinois bénéficie lui aussi de subventions de l'Union européenne. Selon la banque de données indépendante Farm Subsidy, Smithfield et ses filiales auraient touché près de 16 millions d'euros depuis 2006. Le groupe ne s'exprime pas à ce sujet. Quand on examine la politique agricole commune entre 2007 et 2014, on constate que 50% de subventions ont bénéficié à 1% des exploitants. C'est une inégalité considérable. L'autre moitié des subventions a été répartie entre 4,7 millions d'exploitants, autant qu'à 1% des plus gros exploitants. Nous avons découvert qu'un bon nombre de ces grandes exploitations appartiennent à des sociétés étrangères ou à des multinationales. Pour de nombreux observateurs, le mode de répartition des subventions européennes favorise la concentration des terres. En Allemagne, les agriculteurs manifestent régulièrement contre la politique de Bruxelles. La politique agricole européenne, mais aussi celle du gouvernement allemand, mise sur des structures à dimension industrielle. Et c'est une erreur grave. L'évolution de l'agro-industrie nous mène dans une impasse et elle tue les emplois. En France, depuis les années 50, seul 1/5 des exploitations agricoles ont survécu. L'ouest de l'Allemagne connaît une évolution similaire. Là aussi, les entreprises familiales paysannes sont de plus en plus rares. Le mal, ce ne sont pas les investisseurs. Le mal vient de la politique qui nous expose aux investisseurs. Les grands chassent les petits. Au niveau européen, les écologistes dénoncent cette tendance depuis plusieurs années. José Bové est l'un des militants les plus emblématiques du mouvement pour une agriculture paysanne. Moi, je pense que la question aujourd'hui de la concentration de la production reste une question centrale. On se rend compte que de plus en plus le modèle agro-industriel prend de l'ampleur. Rien n'est fait pour le limiter. Au contraire, on ouvre les limitations pour agrandir les porcheries. La réalité, c'est que malheureusement, pour les plus petites exploitations, le soutien, c'est plutôt une aide à la disparition, un accompagnement de la disparition, plutôt que permettre aux gens de vivre de leur travail. Près de la moitié du budget de l'Union européenne est consacré à l'agriculture, soit environ 55 milliards d'euros. La majeure partie est dépensée sous forme d'aides directes. Plus on possède d'hectares, plus on touche d'argent. En France et en Allemagne, les paiements sont en moyenne de 300 € par hectare. Dans l'est de l'Allemagne, la ruée vers les terres cultivables s'est également accentuée. Ici aussi, les groupes étrangers investissent massivement. Le gouvernement de l'ex-RDA avait réparti les terres en coopératives de production agricole, avec des surfaces de 1000 hectares ou plus. Après la chute du mur, bon nombre de ces domaines n'ont pas été démantelés. Et aujourd'hui, 90% des terres cultivables sont aux mains d'un quart des entreprises agricoles. La plus grande de ces entreprises est la KTG. Elle est dans le collimateur des opposants au land grabbing. La KTG est cotée en bourse. Elle a 5 conseils d'administration distincts et emploie 1000 personnes. Nous achetons les terres situées dans notre région et nous les cultivons. Nous ne chassons personne de ces terres. C'est le message que nous véhiculons et c'est notre déclaration de foi. Nous proposons effectivement un modèle agricole différent. Mais si vous considérez nos exploitations une à une, alors nous sommes une entreprise agricole normale, comme il y en a des centaines dans l'est de l'Allemagne. Une entreprise normale qui compte tout de même 24 lieux de production. La KTG cultive 35 000 hectares dans l'est de l'Allemagne et 8 000 en Lituanie. L'argent pour acheter et louer ces terres, l'entreprise le trouve à la bourse. Elle promet en échange à ses actionnaires un rendement de 7%. Beaucoup lui reprochent de détruire des emplois.
Sans rationalisation, rien n'est possible. Mais au-delà de ça, nous plantons également des cultures alternatives. Nous avons une exploitation dans la région où nous faisons du maraîchage bio. Nous cultivons des carottes et des panais bio. C'est un type de culture pour lesquels les besoins en main-d'œuvre sont extrêmement importants. Par conséquent, nous essayons de préserver les emplois par ce genre de culture et par des produits alternatifs. Selon son propre rapport annuel, la KTG emploie 2,5 salariés par tranche de 100 hectares. Beaucoup de ces postes sont administratifs. Avec des machines performantes, les monocultures nécessitent peu de personnel. La KTG suit les évolutions du marché. Mais contrairement à d'autres secteurs d'activité, les grands groupes agricoles touchent chaque année plusieurs millions d'euros de la part de l'Union européenne. Ces versements, appelés paiements compensatoires par les agriculteurs, incitent au respect des normes environnementales et de production et permettent de produire des aliments à prix abordable. Ce sont des paiements compensatoires. Ils sont versés pour nous encourager à respecter certaines exigences de l'Union européenne et à faire de l'agriculture de la manière dont l'Union européenne le souhaite. Et vous touchez combien? Globalement, les chiffres varient. Entre 7,5 millions et 9 millions d'euros. Des sommes dont le village de Zitzing ne profite pas. L'ancienne coopérative locale, qui datait de la RDA, a été rachetée par la KTG en 2001. Les évolutions structurelles ont profondément bouleversé le village. Beaucoup d'habitants ont dû s'en aller. Le maire, Michael Butcher, et son adjointe, Ines Zehert-Köhn, ont vécu ces changements. À la fin de la RDA, la coopérative locale employait 110 habitants de Zitzing, mais ce nombre a fondu au fil des années. Je sais qu'il y a un habitant de Zitzing qui a un CDI, mais les autres viennent de plus loin. À part ça, il n'y a plus personne de la région qui travaille ici. J'ai lu quelque part qu'ils voulaient créer des emplois là où les gens vivent, mais apparemment ça ne concernait pas Zitzing. Parce que des chômeurs qui auraient envie de travailler, ici, il y en a. Mais les travailleurs polonais et roumains coûtent moins cher. Et selon l'adjointe au maire, ce sont surtout eux qui travaillent pour la KTG à Zitzing. Interrogé à ce sujet, l'entreprise répondra qu'il est difficile de trouver des saisonniers dans la région. Beaucoup de gens ont dû déménager parce qu'il n'y a plus autant d'emplois agricoles dans la région qu'avant. En 2013, la KTG a réalisé un chiffre d'affaires de 165 millions d'euros, de quoi ravir les actionnaires. Selon ses propres chiffres, l'entreprise a distribué 125 000 euros de dons. Elle se dit consciente de ses responsabilités sociales. Les habitants de Zitzing ne sont pas de cet avis. Zitzing a un parrainage avec la KTG sur le modèle des anciens parrainages de la RDA. La KTG parraine la crèche de Zitzing. C'est une sorte de contrat, avec un don de 100 euros par an. Et les pompiers de Zitzing ont eu droit à un don de 200 euros. Quand je vois qu'on donne 200 euros aux sapeurs-pompiers sur des bénéfices qui se chiffrent en millions d'euros, je me demande vraiment où est la compensation sociale pour les habitants. Pour moi, elle n'est pas réalisée. Chaque année, la KTG encaisse plusieurs millions d'euros de subventions de la part de l'Union européenne. Où est la justice pour ceux qui supportent l'entretien des infrastructures locales? Où est la justice vis-à-vis des citoyens qui vivent ici depuis plusieurs générations? Ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter de ne soutenir que l'industrie sans rien faire pour les villages. La KTG confirme les montants versés à Zitzing. Les 125 000 euros, dit-elle, servent à financer des clubs sportifs et des institutions régionales dans tout l'Est de l'Allemagne. À Bruxelles, on est conscient des déséquilibres créés par les grands groupes agricoles. Les questions sur la limitation des subventions ou sur d'autres modes de répartition s'invitent régulièrement au débat. Les aides pourraient être distribuées aux actifs, c'est-à-dire aux agriculteurs, aux personnes qui travaillent, mais pas en fonction du nombre d'hectares. Donc les clés de répartition du soutien pourraient influencer de manière majeure sur la concentration des terres. Et là, je crois qu'il y a des politiques. Donc c'est à travers la politique des aides, des soutiens, les politiques environnementales, qu'on peut
bloquer ce processus. Mais il faut encore qu'il y ait une volonté politique, ce qui n'est évidemment pas le cas actuellement. En attendant une réforme du mode de répartition, les choses restent en l'état. Les grandes entreprises perçoivent le plus d'argent. Le modèle économique des géants de l'agriculture repose principalement sur la réduction des coûts. Face à ces grandes structures, les petits agriculteurs ne font pas le poids. Comme de nombreux paysans, Ralph Behring souffre de la ruée des investisseurs vers les terres agricoles. À l'est de l'Allemagne, le prix de l'hectare a explosé. Il n'a pas les moyens de paiement des grands groupes. Depuis la chute du mur, Ralph Behring exploite 137 hectares. La moitié lui appartient par héritage et il en loue une partie à la BVVG, l'organisme de gestion des terres, né de la Treuhand, l'ancienne société fiduciaire chargée de la privatisation des biens à la fin de la RDA. Pour les nouvelles locations, la BVVG suit les prix du marché et les anciennes sont réajustées. Pour un agriculteur modeste, l'effet est désastreux. Sur les 6 dernières années, les prix ont été multipliés par 3. Et ce ne sont pas des augmentations progressives comme celles des loyers immobiliers, par exemple. Si les loyers étaient multipliés par 100 d'une année à l'autre, imaginez un peu la levée de bouclier. Mais curieusement, dans l'agriculture, ce genre d'augmentation ne choque personne. La BVVG, organisme d'État, vend ou loue au plus offrant. La démarche est-elle compatible avec le droit européen ? La Cour de justice de l'Union européenne s'apprête à en juger. Entre-temps, le gouvernement allemand a pris conscience du problème de la concentration des terres et de l'envolée des prix. En 2014, un groupe de travail État-Länder a été créé. Économiquement, le plus rentable pour moi, ce serait de rendre les terrains que je loue et de mettre en location mes propres parcelles aux plus offrants. Je n'aurais même plus besoin de travailler. Ce serait la solution la plus intelligente d'un point de vue économique. Mais ce serait absurde. Je n'ai pas fait plusieurs années d'études d'agronomie pour faire ça. Et je ne le ferai pas. Certaines banques ne font plus crédit aux petites exploitations pour l'achat de terres. Elles invoquent que les paysans n'auraient pas assez d'une vie de travail pour rembourser. L'agriculture paysanne traditionnelle devient une activité de loisir. Ces dernières années, Ralph Behring a mis au point un système de culture performant et durable. Il plante des céréales, il délimite ses champs avec des haies, il fait pousser du trèfle avec lequel il nourrit ses moutons. Quand les gens me demandent ce qui me pousse à continuer, je cite l'exemple de mon arrière-grand-père et de mon grand-père. Dans les années 40, ils ont planté des milliers d'arbres fruitiers. C'était la guerre, les gens avaient faim, ils avaient des soucis autrement plus graves que les nôtres. Mais eux, ils ont planté des arbres. Et c'est moi qui en récolte les fruits aujourd'hui. Je profite de la vision à long terme de mes ancêtres. Et j'ai la responsabilité de pérenniser ce qu'ils m'ont donné. C'est mon devoir. Alors, quel modèle agricole l'Europe veut-elle ? Une poignée de grandes structures où des industriels choisiront les techniques de culture et les plantes et les animaux qui survivront ? Ou des exploitations plus petites avec des paysans qui travaillent leurs terres de manière durable ? À Bruxelles, les partis conservateurs s'inquiètent eux aussi du développement des grands groupes agricoles. Peter Jaar est un député européen chrétien-démocrate. Son parti a contribué à fixer les grandes lignes de la dernière réforme. L'évolution actuelle ne nous convient pas, comme le prouve le nombre croissant de groupes de travail, notamment dans mon propre parti, qui réfléchissent au problème. Et je vous le dis sincèrement, à l'heure actuelle, nous en sommes encore à analyser la situation. Je n'ai pas de solution politique. Faut-il limiter les achats de terres agricoles? Faut-il créer un impôt? Comment peut-on faire?
Pendant que Bruxelles discute, la colère paysanne grandit. À Potsdam, un groupe de jeunes agriculteurs de l'Est de l'Allemagne participe à une énième manifestation. Leur mouvement s'appelle Stop Land Grabbing. D'un côté, on dit qu'il y a un problème de relève dans l'agriculture, mais de l'autre, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver des terres. Ils n'ont aucune chance. De nombreux jeunes agriculteurs allemands n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer des terres. Et ce, malgré la subvention supplémentaire que l'Union européenne leur accorde depuis peu. Pour les experts, les mesures sont insuffisantes. Face au problème du coût des terres cultivables, les agriculteurs revendiquent l'aide des pouvoirs publics, comme Johannes Hertz. Nous sommes jeunes, nous voulons vivre à la campagne. Nous voulons bien travailler du matin au soir, épandre du fumier, labourer, semer, récolter. Nous sommes d'accord pour faire tout ce qu'un agriculteur doit faire. Mais nous voulons être reconnus par les responsables politiques. Nous voulons qu'on reconnaisse qu'il existe des jeunes qui veulent ce mode de vie. La dernière réforme agraire date de la fin 2013. Le projet de Dacian Cioloș, le commissaire européen à l'agriculture, était ambitieux, mais les lobbies agricoles ont finalement imposé leurs intérêts. La politique de subvention n'a été que légèrement retouchée. Roger Waite, porte-parole de l'ancien commissaire à l'agriculture, commente cette réforme avec beaucoup de diplomatie. Il est évident, et nos sondages d'opinion le confirment, que les contribuables trouvent déloyal qu'une reine, un prince ou un riche propriétaire terrien perçoivent autant d'aide. Nous avons essayé d'agir contre cela à l'échelle européenne. Nous n'avons malheureusement pas obtenu de dispositions contraignantes. Mais tous les États membres peuvent désormais introduire un plafonnement. Lors de la réforme, les États membres ont préféré sauvegarder les acquis plutôt que de jeter les bases d'un modèle agricole viable et plus écologique. L'Allemagne et l'Angleterre ont empêché le plafonnement des subventions. Les aides de plus de 300 000 € seront effectivement réduites, mais de 5% seulement. Je ne dirais pas que la plupart des ministres ont essayé de changer aussi peu de choses que possible. Mais le fait est que, politiquement, il est assez délicat de prendre de l'argent à certains agriculteurs pour le donner à d'autres. En France, la situation est différente. Les SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, régulent l'accès aux terres et aident les agriculteurs à fonder leur exploitation. En Basse-Normandie, les prix des terres sont plus bas qu'en Allemagne. Pourtant, l'achat de surfaces cultivables reste cher, notamment pour les jeunes. À ce problème, les SAFER proposent une solution inédite. Quand une surface est mise en vente, la SAFER locale recherche un investisseur privé et un agriculteur prêt à louer la terre. Contrairement à l'Allemagne, les terrains ne vont pas toujours au plus offrant. Avant de se lancer, Damien Marie était chauffagiste. Depuis 1 an, il s'est installé dans cette exploitation de 80 hectares. Nous, on a eu la chance de trouver rapidement une exploitation. Bon, on était plusieurs candidats, hein, mais j'ai eu la chance d'être sélectionné sur cette ferme, donc par l'intermédiaire de la SAFER. Après, je sais qu'il y a des candidats qui ont 2, 3 essais d'installation, quoi, et qui n'arrivent pas à s'installer, parce qu'il y a de la concurrence et il y a une pression foncière quand même. Les SAFER sont un modèle unique en Europe. Fondées dans les années 60, elles régulent le marché des terres et freinent l'expansion des grands groupes. Chaque vente doit être signalée à la SAFER régionale. Si l'acheteur ne lui convient pas, elle a un droit de préemption et peut choisir un autre acquéreur. Elle contrôle aussi le prix et la durée de la location. Le contrat de Damien Marie court sur 18 ans. C'est un gage de sécurité. La motivation, ouais, il y a le rapport aux vaches, même si des fois elles sont chiantes. Mais c'est aussi... c'est pas que les vaches, c'est le cadre de vie et gérer l'exploitation dans son ensemble. On travaille à notre compte, pour nous, donc on produit un peu ce qu'on veut.
comme on veut, avec le système qu'on veut. Et voilà, moi, c'est ça que je trouve intéressant et qui m'intéressait. Les investisseurs viennent souvent de la région et sont attachés au maintien d'une agriculture de petites exploitations. Les 2,5% de rendement sont secondaires. Depuis 2009, la SAFER Basse-Normandie a mis en relation environ 150 acheteurs fonciers avec des jeunes désireux de s'installer. La demande est en hausse. Mais à en croire Michel Apostolo, syndicat agricole Confédération Paysanne, le système se fissure. Les SAFER ont de moins en moins de pouvoir pour imposer des exploitations de type familial. La SAFER, pour nous, ça pourrait être, je dis bien, ça pourrait être un bon outil pour la régulation du foncier. Mais aujourd'hui, elle n'a pas les moyens législatifs d'intervenir. De plus en plus d'exploitations sont transformées en sociétés agricoles. Elles occupent d'ores et déjà un quart des surfaces et la tendance est à la hausse. Or, face à des sociétés, le droit de préemption de la SAFER est réduit. Les pouvoirs de cette police du sol s'en trouvent diminués. Nous, on est extrêmement déçus à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'il y a ici de plus en plus de sociétés qui se montent et de plus en plus les prérogatives de la SAFER sont contournées, quoi. Et donc du foncier qui disparaît et qui n'est pas accessible pour des jeunes qui voudraient s'installer, quoi. Les SAFER sont des organismes régionaux. Pour l'heure, celle de Basse-Normandie joue encore parfaitement son rôle de régulateur. Mais dans d'autres régions, les répartitions de terres se passent moins bien. La France est encore épargnée par le phénomène du land grabbing. Les investisseurs étrangers sont rares. Pourtant, ici aussi, le visage de l'agriculture change. Malgré les SAFER, les sociétés agricoles sont de plus en plus nombreuses. Les changements induits par l'apparition de ces grandes structures sont particulièrement visibles en Camargue. Ici, les terres cultivées ont toujours été vastes. La surface moyenne des exploitations est de 200 hectares. Certaines font jusqu'à 1000 hectares. Le riz est la culture principale. Il supporte l'eau salée et l'eau douce. Pour certains experts, la Camargue offre un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler l'agriculture française de demain. Actuellement, la plupart des exploitations sont encore familiales, mais elles sont de plus en plus souvent gérées comme des entreprises. La crise financière a attiré des investisseurs étrangers. Il y a 6 ans, la société danoise Nine United a racheté les 800 hectares du domaine agricole Ferme Française. Nous sommes ici pour gagner de l'argent. Nous travaillons dur. Et si ça ne marche pas, on fera autre chose. Autrefois, le domaine produisait du vin et des fruits, puis du riz. Au moment du rachat, il employait 18 personnes. Il en reste 6, et bientôt, elles ne seront plus que 4. Le gestionnaire danois vit en Angleterre et ne séjourne en Camargue que 2 à 3 mois par an. La culture du riz est un modèle économique dépassé. Sa production est chère et contraignante. Les Danois introduisent progressivement d'autres céréales. Tous nos tracteurs sont équipés de GPS. Quand nous sommes dans les champs, nous sommes très efficaces. Nous avons de plus grosses machines. Nous travaillons plus vite. Nous nous adaptons constamment. Pour gagner de l'argent, nous devons être plus productifs, plus efficaces. La société danoise s'apprête à planter 450 hectares de blé et 100 hectares de sorgho, une variété de millet utilisée pour l'alimentation animale. Les Danois ont arraché les haies entre les champs pour faciliter la circulation des moissonneuses-batteuses. Lors de son rachat, le domaine comptait 200 champs. Aujourd'hui, à surface égale, il en reste 50. Le riz disparaît et le paysage de la Camargue s'en trouve modifié. Quand on est né en Camargue, on aime le riz. On l'a toujours cultivé. C'est ce qu'on sait faire. Et on continuera à cultiver du riz. Moi, je pense en termes de profit. Compte tenu de mon expérience dans d'autres régions,
Je pense qu'on peut obtenir de meilleurs rendements en changeant de culture. Et donc il faut le faire. La course au profit ne laisse aucune place aux spécificités régionales. Casper Roulieux n'est pas inquiet pour l'avenir. Quand le domaine ne rapportera plus rien, il le revendra. La France envisage de diviser par 2 les subventions pour le riz. Jusqu'à présent, les producteurs touchaient 800 € par hectare. L'entreprise danoise a réagi à ce projet avec pragmatisme, en divisant par 2 sa production de riz. Pour le jeune dirigeant, les subventions de l'Union européenne n'ont pas que des avantages. Dans le riz, par exemple, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Il existe des herbicides pour les détruire correctement, mais ils sont illégaux. Or, nous sommes tenus de n'employer que des produits agréés, ce qui rend la culture du riz difficile. Sans ces restrictions, cultiver du riz serait beaucoup plus rentable. Les restrictions sur les produits chimiques sont valables dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais les contrôles ne sont pas effectués avec la même sévérité partout. Les entreprises étrangères investissent surtout dans la région de San Nicolau Mare, dans l'ouest de la Roumanie. Et ici, les produits et les volumes qu'ils épandent dans les champs sont souvent laissés à leur libre appréciation. Pour le moment, il n'y a pas encore de contrôle, ni par nous, les services de la mairie, ni par aucune autre institution. Chacun décide de sa technique de culture au mieux de ses connaissances et de ses capacités. Il y a effectivement une liste qui recense les produits chimiques autorisés à la vente, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune vérification sur la nature des produits et sur les quantités diffusées dans la nature. La Roumanie est actuellement l'Eldorado de nombreux investisseurs. Les salaires sont bas et les contrôles quasi inexistants. Selon ses propres chiffres, la société Agrarius récolte entre 6,5 et 7 tonnes de blé par hectare. C'est nettement plus que la moyenne en Roumanie. Un tel rendement est impossible sans engrais ni pesticides. Mais selon ses dires, l'entreprise respecte scrupuleusement les règles en vigueur. Ici, nous avons grosso modo pour 20 000 € de produits, sans regarder dans le registre de stock. Ça correspond à un stock moyen. Parfois, il y en a plus, parfois, il y en a moins, mais il y a toujours un stock minimum. Les produits phytosanitaires favorisent le bon développement des cultures et évitent les maladies. Ils combattent aussi les champignons et les insectes susceptibles de nuire aux plantes. De nos jours, les produits sont tellement spécifiques qu'ils peuvent être employés de manière ciblée contre des insectes bien précis. Tous les autres restent en vie. Les scientifiques sont nettement plus critiques quant à l'usage massif de pesticides. Dans les zones d'agriculture intensive, les teneurs en nitrates dans les nappes phréatiques sont dangereusement élevées. De nombreux insectes meurent. Mes enquêtes et d'autres études scientifiques ont montré que la plupart des rivières sont mortes. Il n'y a plus rien de vivant dans les zones humides ou les rivières. Déjà, sous la dictature de Ceausescu, l'écologie n'était pas une priorité et aujourd'hui encore, le profit passe souvent avant l'environnement. C'est particulièrement net dans le delta du Danube. Florin Paladé est ornithologue. Il propose des circuits touristiques d'observation d'oiseaux. Le delta est connu pour la diversité de ses espèces. Mais si les insectes disparaissent, les oiseaux n'auront plus de nourriture. Dans le delta du Danube, nous avons un site où nous observons les oiseaux. Cette année, quand nous y sommes allés, un avion avait répandu des pesticides et de l'herbicide contre les roseaux. Or, sans roseaux, il n'y a pas d'oiseaux. C'était très triste. Mais pour le moment, c'est un terrain privé. Ou alors il a été loué pour une 50aine d'années.
C'est une zone perdue, en plein dans le delta du Danube. Ce paysage, a priori poétique, est en fait celui d'une nature dévastée. Les monocultures, plantées sur de grandes surfaces, sont celles qui génèrent les profits les plus élevés. Mais elles sont vulnérables aux ravageurs et nécessitent des vaporisations importantes de pesticides. Les abeilles en souffrent beaucoup. Certains scientifiques accusent les pesticides d'être à l'origine du phénomène mondial de la disparition des abeilles. Victor Monea vient d'une famille d'apiculteurs. Il possède 135 ruches qu'il transporte de parcelle en parcelle. L'augmentation des monocultures lui cause énormément de tort. Autrefois, les anciens tournesols étaient de bonne qualité. Les ruches donnaient jusqu'à 11,5 kg de miel par jour. Avec la nouvelle variété de tournesol, ce n'est plus le cas. On arrive à 5 ou 6 kg maximum. Cette année, la récolte sera très maigre. Et c'est à cause de ces nouvelles plantes qui sont plus performantes, paraît-il. Si le nombre de ces cultures augmente, notre production diminuera encore. Les producteurs veulent des tournesols avec des graines nombreuses et de grande taille, car ce sont elles qui donnent l'huile. Beaucoup de variétés sont hybrides. Les fleurs se fécondent elles-mêmes et n'ont pas besoin des abeilles. Le visage de l'Europe est en train de changer. La concentration croissante des terres et l'industrialisation extrême modifient des régions entières. Tout ça est stérile. Je ne vois pas la nature ici. Je ne vois que du profit, de l'argent qui sort du pays. Ce sont des cultures commerciales, pas des cultures vivrières. Cela ne profite pas aux hommes. Ça ne nourrit pas la population locale ou régionale. Ça ne nourrit même pas les Roumains. Voici à quoi ressemble le commerce international. Et c'est ce que je vois quand je regarde ce champ de tournesol. Pour l'heure, le berger Marin Karan mène encore son troupeau dans les pâturages communaux. Mais cela ne durera pas. Le gouvernement roumain s'apprête à vendre ou à louer ses terres aux investisseurs. Marin Karan n'a pas de descendance. Il sera le dernier berger de sa famille. Nous avons vécu une belle époque. Mais les choses ont changé. C'est fini tout ça. La situation est absurde. La concentration des terres amorcée sous le régime socialiste se poursuit avec le capitalisme. Les zones cultivables ne cessent de s'étendre. Les paysans perdent leurs terres. L'agriculture s'industrialise. La propriété foncière ne profite qu'à une minorité. La population se contente d'emplois salariés. L'Espagne. Dans certaines régions, la répartition des terres est particulièrement injuste. Des domaines datant de la monarchie subsistent jusqu'à nos jours. L'Andalousie est l'une des régions les plus pauvres d'Europe. 2% de la population possède la moitié des terres cultivables. Et 40% des Andalous vivent sous le seuil de pauvreté. Ici aussi, le système de subvention de l'Union européenne est vivement critiqué. L'argent devrait être réparti autrement. Le système actuel générerait de la pauvreté et détruirait des emplois. La duchesse d'Albe, par exemple, faisait partie des gens qui percevaient le plus de subventions. Parce que les subventions sont calculées en fonction de la surface et non pas du rendement. Que le blé soit de bonne ou de mauvaise qualité, qu'on en récolte 100 000 ou 1000 kilos, le montant de subvention est exactement le même. Cela signifie que personne n'a besoin de cultiver ses terres. Si les subventions dépendaient du rendement, les propriétaires seraient obligés d'embaucher des gens pour cultiver leurs terres et pour l'entretenir. Le village andalou de Marin Aleda tente de répartir le travail et le profit plus équitablement. À la fin des années 70, les travailleurs journaliers ont occupé le domaine d'un aristocrate. Après plusieurs évacuations de force,
le gouvernement andalou a fini par exproprier l'aristocrate. Depuis, les habitants gèrent les 1200 hectares comme une coopérative. Dans les années 70, Esperanza Saavedra était encore une enfant. Elle est aujourd'hui adjointe au maire. En tant que propriétaire terrien, ton but est de gagner de l'argent pour toi. L'objectif du syndicat et celui de Marina Leda va à l'encontre des intérêts des grands propriétaires terriens. Notre but est de générer de l'emploi pour pouvoir vivre dignement. Et les bénéfices, nous les réinvestissons dans l'amélioration des conditions de travail. Les 2700 habitants prennent toutes les décisions importantes en assemblée générale. Les investissements sont eux aussi choisis collectivement. Marina Leda mise avant tout sur des produits qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Artichauts, paprika, haricots. Les dernières olives arrivent pour le triage et le pressage. Pendant la récolte, presque tout le village est au travail. Les profits sont modestes, le salaire journalier est de 47 €. Et tout le monde gagne la même chose, même l'adjointe au maire. Mais à Marina Leda, le coût de la vie est faible. Ce que nous faisons ici, à Marina Leda, tout le monde peut le faire, dans n'importe quel quartier, ville ou pays du monde. Inutile de venir s'installer à Marina Leda. Chacun peut faire ça chez lui, dans son quartier, dans son immeuble. Chacun peut imaginer un modèle nouveau et meilleur, non ? Pour les 2700 habitants de Marina Leda, le système fonctionne. Mais une gestion collectiviste est-elle applicable à l'ensemble de l'Europe? L'histoire nous suggère que non. Pourtant, Marina Leda peut servir de source d'inspiration. Dans un système entièrement centré sur le rendement, les petites exploitations sont vouées à disparaître. Et avec elles, la diversité des espèces et des terroirs. L'émergence d'un modèle agricole viable et commun à l'ensemble de l'Europe n'est sans doute pas pour tout de suite. Les spécificités régionales et les intérêts nationaux sont trop nombreux. Et tant que l'Union européenne subventionnera la quantité plutôt que la qualité, l'agriculture restera un business dont le seul but sera de générer du profit.